Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la Team ETR et aujourd'hui on vient tester un casque encore non testé sur la chaîne, à savoir le Pico Neo 2, un casque autonome un peu comme l'Oculus Quest ou l'Oculus Quest 2 qui va venir challenger un peu le casque autonome de Facebook sur certaines parts de marché. Avec ses contrôleurs notamment, le casque va proposer quelques particularités, mais avant de vous en parler, je vous propose comme d'habitude un petit unboxing de ce casque autonome. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur de la boîte, c'est très simple et efficace en termes de rangement. On retrouve les deux contrôleurs et simplement le casque. Le casque, il se présente sous cette forme. On va retrouver deux caméras à l'avant. Vous allez peut-être me dire que deux caméras, c'est pas forcément suffisant pour détecter la position des contrôleurs. Vous avez pas tort, mais vous allez voir que ce casque présente une petite particularité autour de tout ça. En dessous, un port jack pour brancher ses écouteurs. Écouteurs qu'on trouve également intégrés aux différentes sangles, ça vous évite de brancher une solution tierce si vous n'en avez pas envie. On trouve également en dessous les petits boutons qui vont vous permettre d'ajuster le volume sonore, mais aussi, et ça c'est assez original, un emplacement de carte micro SD qui va donc vous permettre, vu que je disais c'est un casque autonome, d'augmenter la capacité interne de stockage du casque. On a des petits boutons de pressoir sur le côté du casque. Le bouton de démarrage mise en veille est juste au-dessus et on trouve également un port USB-C sur le dessous qui va nous permettre de brancher le casque à l'ordinateur. À l'intérieur, un petit capteur de présence pour entrer et sortir de veille le casque, mais aussi, vous pouvez le voir juste ici, des lentilles de type Fresnel. On trouve également une entrée microphone et comme d'habitude, on ira tester ça après. Je vous ferai écouter à quoi ressemble le son à l'intérieur du casque. Ici, on est sur la version Pico Neo 2 et non pas la version Pico Neo 2 Eye. Il existe une version qui permet la détection des mouvements des yeux. Ça permet également du rendu fovéal, un peu comme je vous en avais parlé dans le test du Pimax 8KX où nous avions pu tester cette fonctionnalité. Ici, on ne pourra pas dans cette version. On est sur une version un peu moins chère où la détection des mouvements des yeux n'est pas intégrée à l'intérieur du casque. Vous le voyez ici, la mousse est particulièrement intégrée au casque et en simili-cuir et donc ça peut être bien pratique pour essuyer facilement la mousse et passer d'une personne à une autre. On a un cache-nez juste ici qui visiblement est pas forcément fermé, donc devrait laisser quand même filtrer pas mal la lumière. On testera ça en pratique. On a une sangle qui va se visser grâce à la petite molette à l'arrière du casque. On visse, on dévisse, ça se fait assez vite, ça c'est assez pratique. Un peu moins de pratique par contre je trouve au-dessus, on a une sangle en caoutchouc qui elle est réglable sur 3 niveaux de crantage et donc on va pas avoir forcément une précision millimétrique sur ce serrage. Vous pouvez le voir également, ça se voit assez clairement ici et là, on n'a pas d'autres boutons de réglage et donc on ne pourra pas régler l'IPD, l'intervalle entre les deux lentilles pour coller à l'intervalle entre nos deux pupilles de façon mécanique. On pourra le faire uniquement de façon logicielle et on sait que généralement c'est plutôt placebo cet effet là. Et visiblement devant une petite grille d'aération, plutôt design, pour évacuer sans doute l'air chaud qui circule à l'intérieur du casque. Côté contrôleur, ils sont assez originaux, plutôt en forme de bâton. Et si leur forme est plutôt originale, Pico a quand même essayé de garder les configurations de contrôleur assez classiques en termes de boutons, avec des sticks à l'avant, des gâchettes à l'arrière, un bouton de grip sur les côtés, un bouton de retour au menu principal au milieu, les boutons de menu et puis à chaque fois deux boutons pressoir de chaque côté. Vous le voyez, même s'ils ont essayé de donner un petit arrondi à ces espèces de bâtons, on est quand même sur des formes assez abruptes. En termes de prise en main, bien évidemment, on sent quand même légèrement l'angle. Sur des longues sessions, ça peut être peut-être un petit peu fatigant, un petit peu gênant. Malgré tout, ils se tiennent plutôt bien en main et puis seront sans doute assez adaptés à toutes les expériences de réalité virtuelle où on va tenir des espèces de manches ou de télécommandes dans les mains. Qui plus est, vous le voyez, on n'a pas vraiment de surface capacitive sur les contrôleurs et donc ça sera très compliqué de simuler la détection de la position des doigts sur les contrôleurs. Avantage ou inconvénient, ça dépend des goûts de chacun. On voit ici qu'on a un petit port USB-C sous le contrôleur. Ça va permettre de charger la batterie intégrée. Vous voyez que je n'ai pas accès aux piles comme dans des Oculus Touch par exemple. Et on trouve également sous les contrôleurs deux petits trous juste ici qui vont permettre de glisser la sangle pour maintenir le contrôleur attaché à la main. À l'intérieur de la boîte, on trouvera également un transfo qui part comme d'habitude vers un port USB et des câbles USB, USB-C pour charger les contrôleurs ou le casque. Et là, je suis pile devant l'interface principale. Alors déjà, vous le remarquerez peut-être, je ne porte pas de micro, c'est tout simplement que je parle à l'intérieur des micros intégrés au casque. Donc, vous jugerez vous-même de la qualité de ces micros. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient d'assez bonne qualité et donc suffisants pour faire toute la partie autonome du casque. Je suis donc devant l'interface principale et on va se concentrer dans un premier temps, avant d'aller comparer ce casque aux autres casques, à son côté
autonome. Et je profite des menus pour vous parler un petit peu des spécificités de ce casque. Déjà, comme pour l'Oculus Quest 2, on va pouvoir définir une zone de sécurité, une espèce de gardien. Comme vous pouvez le voir aussi, je vois toute ma caméra externe en noir et blanc et en 3D avec une bonne représentation des échelles mais une légère latence. Donc j'ai vraiment un retour de ma réalité. 2 modes de configuration de zone possibles, soit le mode rapide où si je suis en petite zone, je suis vraiment sur un périmètre d'aller, je dirais, d'1 mètre sur 1 mètre, peut-être 1,50 m sur 1,50 m. Moyen, je vais être sur l'intermédiaire par rapport à la grande zone qui, elle, fait à peu près 2 mètres sur 2 mètres. Je peux donc le définir soit en position debout, on voit que ça reconnaît le sol et donc ma position debout, soit en position assise et donc là, je serai surélevé par rapport au sol, je serai à peu près à 1 mètre du sol, donc là ça déconne puisque je suis debout. Mais sinon, on peut définir aussi son Guardian à l'image d'un Quest 2 en vérifiant déjà, en scannant un peu le sol pour qu'il détecte l'emplacement du sol, puis en sélectionnant la zone, en faisant un petit tracé comme ça tout autour de moi pour définir la limitation de l'environnement. Une fois que c'est terminé, bien évidemment, on retourne à l'écran principal. Les réseaux Wi-Fi supportés sont soit en 2,4 GHz, soit sur la bande des 5 GHz. On verra que ça pourra nous servir à streamer ce qui se passe sur le PC tout à l'heure. Ce qui est génial, c'est que le casque, comme vous l'avez pu voir par exemple avec sa carte micro SD, c'est vraiment un casque très ouvert et donc il est très simple d'aller y associer des périphériques Bluetooth. On retrouve bien évidemment nos configurations de manette et la batterie. Ça me permet de vous parler très rapidement de l'autonomie du casque. On a à peu près 2 à 3 heures d'autonomie. Perso, sur ma session, c'était plus proche des 2 heures que des 3 heures et j'ai mis à peu près 2 heures en charge rapide pour charger le casque. Dans l'onglet applications, on va retrouver toutes les applications déjà installées sur le casque. Bon, j'en ai pas 50 ici, comme vous pouvez le voir. C'est tout simplement que les applications sont disponibles dans l'App Store et vu que j'ai pas accès gratuit à toutes les applications du store et que j'ai pas forcément envie de toutes les racheter pour le test, eh bien j'en ai pas beaucoup sur le casque. Le store va très rapidement nous rappeler que nous sommes plus sur un casque à orientation professionnelle que ludique, tout simplement puisque si je le fais défiler, voilà, ça va pas durer longtemps et hop, je suis au bout du store. Il y a à peu près 50-60 jeux aujourd'hui disponibles. Et si on retrouve quelques jeux indés très sympas du store qu'on peut trouver sur le Quest ou sur PC, malgré tout, on ne trouvera pas de très très gros titres à l'intérieur de ce store-là. Il n'y aura pas de Star Wars, il n'y aura pas de The Climb, il n'y aura pas bien évidemment toutes les exclusivités Oculus. On va pas se mentir, sur les casques autonomes, c'est souvent les meilleurs titres. On ne trouvera pas non plus par exemple Walking Dead. Donc le store est assez pauvre, il faut bien le reconnaître. Et pour ceux qui se poseraient la question, je me suis amusé à essayer de sortir une application du Quest pour l'installer sur le Pico Neo. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment que le développeur compile via des SDK fournis par Pico son application et la redistribue sur ce store pour pouvoir y accéder. J'ai la démo du titre au Shep et ça, c'est plutôt cool pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner un jeu à l'intérieur du Pico 2. On se retrouve sur un jeu similaire à sa version Oculus Quest. Ce que je peux par contre remarquer, c'est que la définition que j'avais dans le menu, qui était vraiment sensiblement la même que l'Oculus Quest 2, on a une très très belle qualité de définition, un très léger screen door, effet de grille perceptible à l'intérieur du casque, la définition très élevée, la définition 4K de ce casque, coupé en deux pour chaque œil, ne permet pas d'effacer complètement l'effet de grille, mais on en est quand même pas très loin, et comme je vous dis, une expérience visuelle dans les menus très très proche d'un Oculus Quest 2. Par contre, quand je lance au Shep comme ici, si le jeu est similaire à la version Quest, j'ai l'impression que la définition n'est pas la définition native. C'est ce que j'ai remarqué. Comme s'il y avait un petit downgrade. Alors peut-être parce que le jeu est assez gourmand. D'ailleurs, j'ai l'impression par moment qu'il lag un peu. La puce intégrée au casque autonome n'est pas la même que celle de l'Oculus Quest 2. Dans l'Oculus Quest 2, on a un Snapdragon 865. En tout cas, une puce qui est basée sur la 865 qui est la XR2. Et ici, on est sur le modèle de processeur un poil en dessous. On est sur la version 845 du Snapdragon, qui est, je dirais, environ 50% moins puissant si j'ai bien regardé les statistiques. Et donc, c'est sans doute beaucoup plus limité pour faire tourner des jeux dans la définition native du casque qui est très proche de celle du Quest 2, qui donc bénéficie d'un surplus de puissance non négligeable. Et top, allez, on fait son sport. Alors ce que vous avez peut-être remarqué aussi, j'en profite pendant que je suis dans l'expérience, c'est que les contrôleurs réagissent vraiment très bien. On est sur quelque chose où la latence est pas vraiment perceptible quand on est en autonome comme ça.
les mouvements sont parfaitement reconnus dans l'espace, ça c'est cool. Et surtout, on se rend compte qu'il n'y a visiblement pas l'air d'avoir d'angle mort. On ira faire un test de tracking comme d'habitude tout à l'heure. Et j'ai oublié de le montrer, mais bien évidemment, petit côté gadget, on peut changer le décor autour de nous. Et l'autre point sympa sur le casque, c'est via le gestionnaire de fichiers. Ici, on peut accéder à tous les fichiers installés sur le casque, ses vidéos, mais aussi ses APK, donc c'est les packages Android. Quand je vous disais que j'avais testé l'installation d'un package venant du Quest sur le casque, malheureusement ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, c'est par ici qu'on va pouvoir installer tous ces packages Android pour installer des applications en local sur le casque qui ne seraient pas prévues dans le store. À travers les vidéos, vous pouvez accéder à toutes les vidéos, et ce qui est sympa aussi, c'est que ça va nous positionner dans un cinéma virtuel où tout est déjà intégré, la possibilité d'accéder aux sous-titres ou aux bandes sonores de la vidéo, la possibilité de changer quelques décors, ici je passe sur la plage, de se positionner par rapport à la scène, plus ou moins loin de l'écran, mais aussi accéder à tous les modes 3D ou 360 degrés ou fisheye, etc., etc. Et même de régler le volume sonore ou encore la luminosité de la vidéo. Donc ça c'est plutôt cool, un vrai lecteur vidéo intégré directement au Pico, très complet. Et donc cette fois, je vous propose justement de passer dans le laboratoire. On va pour cela streamer mon labo virtuel depuis le PC, comme on le ferait sur un Quest 2 connecté en Wi-Fi sur un PC, ou avec son câble Link. Ici, les deux modes sont disponibles, ça se passe avec le Streaming Assistant, et comme vous pouvez le remarquer, on peut soit passer par un mode wireless, sans fil, donc en Wi-Fi, avec une connexion 5 GHz, soit en mode branché, à l'image de ce qu'on ferait avec un Oculus Link, entre un PC et un Oculus Quest 1 ou 2 par exemple. Et donc quand on lance le streaming, ça lance SteamVR qui reconnaît bien notre Pico Neo 2 et qui va donc nous permettre de lancer n'importe quel contenu SteamVR à l'intérieur du casque, le tout en streaming. Et donc me voici dans mon laboratoire. Alors ce que je peux d'ores et déjà remarquer en streaming, donc je rappelle je suis en streaming complètement sans fil, c'est que je n'ai pas du tout la même qualité qu'en native. Vous aurez peut-être une super qualité sur le rendu vidéo puisqu'en fait je l'enregistre directement à la source sur PC. Moi ce que j'observe dans le casque c'est que j'ai quand même pas mal d'artefacts. Ce que je remarque aussi c'est que quand je bouge la tête un peu vite, j'ai parfois un petit peu de latence pour afficher l'image sur le côté, comme si on perdait un petit peu en fréquence. Et j'ai une netteté qui n'est pas à la hauteur de celle que j'avais dans les expériences natives du début. Donc on va dire que la qualité du streaming, et d'ailleurs c'est le cas aussi bien en Wi-Fi, c'est un peu mieux en filaire si je me branche façon Link, mais c'est pas génial non plus. On n'est pas à la hauteur du streaming qu'on peut avoir aujourd'hui sur un Oculus Quest 2. On va aller tester tout ça bien évidemment avec le laboratoire, et pour commencer, je vais vous parler justement de la fréquence. Voilà, donc je me mets à une hauteur de 100%, et avec cette fréquence à 100%, je rappelle, on est à peu près à 72 images par seconde, et bien on se rend compte qu'on a effectivement une fluidité pas tout à fait au rendez-vous. C'est assez faible, 72 images par seconde par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en réalité virtuelle aujourd'hui. Ça fait le taf, c'est pas génial, c'est la fréquence qu'on avait par exemple avec un Oculus Quest 1. Pour le test de netteté, je ne vais pas vous refaire toute la batterie de test, je vous laisse aller voir mes précédentes vidéos et surtout vous abonner à la chaîne si vous n'avez encore jamais vu ce test-là, s'il ne vous a jamais été expliqué. Je vous donne tout de suite le résultat en comparatif avec les autres casques. Je suis à une détection des lettres aléatoires à 35 mètres de distance, ce qui nous passe plutôt dans l'échelle basse des tests de casque de réalité virtuelle que j'ai fait dernièrement. Je vous parle des lentilles. Sur les lentilles, on a un truc qui est vraiment plutôt réussi, c'est ce qu'on appelle le lens glare, la fuite de lumière, où dans le casque, elle est, quand les lentilles sont bien nettoyées, assez faiblement perceptible. C'est très bien traité, on a bien évidemment une légère fuite lumineuse, mais c'est tout à fait convenable par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres casques de réalité virtuelle. Donc ça, c'est l'un des vrais points forts de ces lentilles. Par contre, l'inconvénient de ces lentilles, c'est que déjà, le sweet spot est assez faible. Si je décale mes yeux par rapport à l'emplacement des lentilles, j'obtiens très vite des zones qui deviennent très floues. Et du coup, moi je suis plutôt dans la moyenne avec un IPD, un intervalle pupillaire à 62 mm. J'ai peur pour les gens qui s'en écarteraient, qu'ils aient des vrais soucis de manque de netteté. Et surtout, l'autre gros défaut de ces lentilles, ou en tout cas du traitement de l'image qui est fait, parce que ça je pense que ça pourrait être traité logiciellement, c'est que quand je me mets comme ça et que le cercle blanc est vraiment sur l'extrémité de mon champ de vision, je suis sur un cercle qui devrait être normalement complètement blanc, et je vois un contour lumineux un peu bleuté, un peu rougeâtre, comme un effet d'arc-en-ciel autour de la zone, ce qui n'est pas super agréable, et ce qui est pour moi le gros défaut de ces lentilles. C'est dommage parce que, comme je le dis, c'est peut-être possible de traiter ça un peu mieux logiciellement parlant.
Si comme je disais la zone de netteté est assez faible et qu'on a malheureusement sur les côtés des aberrations chromatiques assez apparentes très rapidement, eh bien en fait on a très peu de zones de flou quand on a le casque bien positionné et bien serré devant les yeux, même quand on bouge les yeux. Et c'est peut-être sur ce critère bien précis le meilleur rendu que j'ai eu jusqu'à présent. Finalement ça compense assez bien les autres défauts évoqués, donc on est sur quelque chose globalement d'assez moyen avec du très bon côté lens glare et netteté sur l'intégralité du champ de vision, et beaucoup moins bien avec les aberrations chromatiques quand on sort de la zone du centre, et surtout une zone de netteté qui dérive très rapidement dès qu'on bouge le casque devant ses yeux. Malheureusement, les contrastes ressortent pas vraiment, je sais pas si c'est lié au streaming, j'ai un vrai souci de différenciation des plages de couleurs dans ce test, et c'est vrai que les couleurs semblent légèrement délavées, elles s'écartent pas trop du naturel, mais malgré tout, elles pourraient être un petit peu plus vivaces. Si je passe dans les gammes de noir, ici le résultat est très intéressant puisque j'arrive à différencier, là pour le coup, énormément de plages de contraste. Donc ça c'est assez agréable. J'arrive même, pour tout vous dire, jusqu'à un niveau de 40-41, ce que j'ai obtenu sur des dalles OLED, donc c'est assez impressionnant en différenciation de plages de noir. Mais le gros inconvénient dans tout ça, c'est que mon noir n'est pas complètement noir du tout. Je suis plutôt sur un gris foncé qu'un réel noir, et donc on contraste assez bien les plages de noir, mais sur une portée de contraste qui semble plus faible que les autres casques. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais on va dire que le rendu n'est pas dans ce qui se fait de mieux non plus sur les rendus des noirs et des blancs. On passe au champ de vision et je vous donne immédiatement les résultats. Je suis très exactement sur 92 de vertical, 92 d'horizontal, donc les mêmes résultats que le Quest 2. Là encore, comme je vous dis, ça dépend énormément de la morphologie, mais moi, compte tenu de ma morphologie, j'arrive parfaitement sur les résultats du Quest 2. Donc là-dessus, ça reste raisonnable, c'est pas un champ de vision exceptionnel, on voit quand même assez bien les contours, les bords noirs autour de mon champ de vision, mais ça reste assez raisonnable et dans ce qui se fait généralement dans les casques de réalité virtuelle autonome. Je retourne dans le centre de mon laboratoire et je profite de ma proximité avec mon petit test sonore pour vous parler un petit peu du son de ce casque. Alors honnêtement, le son de ce casque, je suis vraiment pas un grand fan, je trouve qu'il est assez aigu et strident. Bon, de toute manière, c'est pas une surprise, c'est souvent le cas avec les enceintes intégrées directement dans les sangles, ça manque souvent de profondeur et de basse. C'est le cas encore ici, on a un son relativement bien spatialisé, ça c'est l'avantage. Je pense qu'il suffira aux professionnels qui veulent faire tester des formations ou ce genre de choses. Par contre, le gars qui veut vraiment s'immerger en réalité virtuelle, je vous conseille quand même chaudement d'y ajouter votre propre solution audio, quelque chose de meilleure qualité. Et encore plus utile que jamais avec cette technologie de contrôleur détecté magnétiquement, le test de tracking des contrôleurs. Allez, on prend le cercle bleu et comme d'habitude, on va déjà s'amuser à faire des gestes qui vont d'avant en arrière de la tête. Voilà, je vais essayer de les faire le plus droit possible pour vous représenter un petit peu la trajectoire que suivent les contrôleurs quand je fais ce mouvement-ci. Et là, si je m'écarte un peu, regardez un petit peu la qualité des lignes de ces contrôleurs, c'est assez impressionnant. J'avoue que je suis personnellement assez bluffé par cette technologie magnétique qui permet vraiment de positionner très correctement et très fluidement les contrôleurs partout dans l'espace. Allez, je prends le curseur rouge cette fois pour faire des cercles sur les côtés. Donc je vais essayer de faire des beaux cercles comme ceci sans regarder vraiment sur le côté dans un angle mort du casque, même si bien évidemment les contrôleurs n'ont logiquement aucun angle mort puisqu'ils sont, comme je le disais, positionné magnétiquement. Et regardez un peu encore une fois, on a vraiment des cercles parfaits. C'est avec les technologies SteamVR aujourd'hui les meilleurs résultats que j'obtiens. C'est assez impressionnant. Allez, on va se mettre en jaune et on va faire le test un peu ultime des contrôleurs comme ça sur casque autonome. Et encore une fois, regardez un peu le point fort de ce casque. Si je parcours comme ça avec le contrôleur face à mon casque et que je reviens, j'ai aucune discontinuité dans le mouvement du contrôleur. Et ça, c'est vraiment topissime, puisque dans un jeu de tir par exemple, j'aurai aucun souci à positionner comme ceci mes contrôleurs qui suivront très efficacement mon angle de visée. Voilà, je pourrais vraiment le tourner comme ça sans avoir un décrochage quelconque, ce qu'on a sur la plupart des autres casques qui normalement n'utilisent pas de capteur de positionnement des contrôleurs externes. Et donc vraiment, ces contrôleurs, c'est un vrai point fort de ce casque de réalité virtuelle. J'ai absolument aucun décrochage perceptible dans leur positionnement par rapport à mes tests, par rapport à mes mouvements.
Le seul souci que j'aurais par rapport à ces contrôleurs en mode streaming, que j'ai nettement moins perçu en mode autonome, c'est la latence des contrôleurs. C'est-à-dire que quand je fais un mouvement très rapide comme ceci, j'ai quand même la sensation d'avoir un très léger décalage entre la position de mon contrôleur et mon réel mouvement. Et ça, c'est un petit peu embêtant dans les jeux très compétitifs. Par exemple, à Beat Saber en Expert Plus, contrairement à d'habitude, j'ai quand même manqué pas mal de notes. Avec un peu d'entraînement, on arrive à le faire passer, mais c'est quand même assez compliqué. Et pareil, dans mon jeu de boxe qui me sert généralement à tester la latence des contrôleurs, j'ai nettement souffert de mouvements pas super réactifs, donc bien reconnus dans l'espace, même pas de problème à me mettre en garde et tout, et ça c'était vraiment top. Mais par contre, des mouvements de bras, quand je donnais des coups qui étaient trop lents, et des fois des mises en garde trop lentes, ce qui m'a valu un beau KO. Côté tarif, c'est clairement pas à la portée de toutes les bourses, puisqu'on sera autour de 800 € pour le modèle sans l'eye tracking, 1000 € pour le modèle avec l'eye tracking. Ça peut paraître cher comme ça, mais je rappelle que ce casque se destine plutôt au marché professionnel. Et quand on compare les casques disponibles sur le marché professionnel, si par exemple on place l'Oculus Quest sur ce marché-là, eh bien sachez que l'Oculus Quest se vend avec toute l'offre entreprise qu'il y a autour de Facebook, quasiment au même tarif, à quelques dizaines d'euros près, que le Pico. Donc le Pico, d'un point de vue tarifaire, se positionne vraiment en face à face avec le casque de Facebook ou d'autres solutions comme le Vive Focus par exemple de HTC. Et enfin, pendant que je suis sur les contrôleurs, dernier point, j'avais parlé de l'autonomie du casque de réalité virtuelle, du Pico Neo 2. Eh bien sachez que pour les contrôleurs, l'autonomie a duré à peu près 8-9 heures avant que j'ai à recharger les contrôleurs en usage assez intensif. Donc ils tiendront sans trop de problèmes une bonne journée de travail. Après, il faudra sans doute les recharger. Donc voilà pour un petit horizon de test technique sur ce casque de réalité virtuelle, le Pico Neo 2. Comme vous avez pu le voir, il présente quand même pas mal d'avantages autour de la gestion de ses contrôleurs, le côté magnétique et le fait que finalement on manque quasiment jamais d'angle de champ de vision. Et donc de perte de position des contrôleurs est un véritable atout de ce casque. Dans les autres atouts, on citera bien évidemment la définition de sa dalle, mais uniquement en mode autonome, parce qu'on l'a vu en streaming, c'est pas génial. On notera également que c'est un casque qui se sépare de l'environnement Facebook. Bon, après il est chinois, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre en termes de confidentialité et de rapport à la donnée? Je sais pas vous dire. Mais le fait est qu'il est vraiment séparé de l'environnement de Facebook par rapport à un Quest 2. Côté confort, on est sur quelque chose de tout à fait raisonnable. Je trouve que la répartition du poids du casque, qui présente sa batterie à l'arrière du casque, à l'arrière du crâne, et non sur le devant comme d'autres casques, fait qu'on a un poids plutôt bien réparti et donc qui est assez appréciable sur des longues durées. Par ailleurs, il y a pas mal d'espace pour pouvoir caler ses lunettes. Les porteurs de lunettes apprécieront, c'est peut-être d'ailleurs dans les espaces les plus larges que j'ai vus jusqu'à présent. On relèvera quand même que le trou sous le nez est quand même très large et laissera donc pas mal fuiter la lumière, ce qui peut peut-être être dérangeant pour l'immersion, ce qui peut peut-être rassurer par contre, toujours dans un cadre d'usage professionnel, l'utilisateur. Ça après à vous de voir. Alors le problème c'est que vous ne pourrez pas vous mettre dans le noir pour effacer la lumière, puisque le casque est assez sensible en fait à la détection de son environnement, comme tous les casques qui utilisent les caméras faciales pour se repérer dans l'espace. Et d'ailleurs moi toujours avec mon fond vert, dès que je me retourne, globalement vu que le fond est très neutre, il perd très rapidement le suivi des mouvements de ma tête. On est proche de la sensibilité qu'on a pu voir sur un casque Windows MR. En jeu, si malheureusement il n'y a pas grand chose au catalogue comme vous l'avez vu tout à l'heure, on appréciera dans le côté streaming la portée des contrôleurs qui présentent très peu d'angle mort, enfin même pas du tout avec la technologie magnétique, et ça c'est un vrai bon point. Alors le gars qui voulait jouer à un jeu de tir par exemple avec un casque autonome, il appréciera de pouvoir positionner ses contrôleurs parfaitement devant son visage, et donc de ne pas avoir de soucis quand il vise avec différents angles morts. Ça c'est vraiment un vrai point fort de cette technologie qui franchement mériterait d'être développé un peu plus, parce que si c'est assez précis, pour moi c'est une technologie assez révolutionnaire, c'est peut-être la vraie révolution de ce casque de réalité virtuelle, la vraie nouveauté apportée. Et donc voilà, vous savez à présent tout sur ce Pico Neo 2. Donc ici on était vraiment sur la version sans eye tracking. J'espère qu'à l'occasion prochainement on obtiendra la version eye tracking pour tester différents usages avec la détection des mouvements des yeux et peut-être même un peu de rendu fovéal pour augmenter les performances de ce casque qui font partie aussi de ses légers défauts puisque inférieures à celles d'un Oculus Quest 2 en l'état sans cette technologie. Moi en tout cas, j'espère comme d'habitude que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits likes, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à commenter la vidéo, me dire ce que vous avez pensé du test et du casque. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.